Salut les petits. Alors une vidéo un peu spéciale, ça y est, on a passé les 50 000 abonnés et les 10 millions de vues sur la chaîne YouTube. Et pour ça je vous ai demandé de me poser des questions. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos vidéos. J'ai sélectionné celles qui me paraissaient être les plus intéressantes et je vais vous répondre en live aujourd'hui. Salut Stéphane, salut tout le monde. Salut. Alors ici moi c'est Yoran Gonsalves, je vous présente Damien Gonsalves, mon frère. Et donc on est du Nord-Pas-de-Calais, Lille plus exactement. Et puis on est des chasseurs sous-marins. Et oui, malheureusement pas dans le Nord. Mais quand on part en vacances, on passe notre temps dans l'eau. Et donc voilà, on fait partie de la team Denty Spear Fishing. Donc on teste pour Stéphane les produits. Et puis on essaie de mettre en évidence des choses à améliorer. Mais malheureusement, il fait déjà tellement bien le boulot qu'il n'y a plus rien à faire. Tout est parfait. Donc voilà, on fait que tester des produits plaisir. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour commémorer les 50 000 abonnés et les 100 000 vues de la chaîne YouTube, on fait un petit quiz à notre cher et tendre Stéphane. Donc voilà, on a deux petites questions et je vais commencer tout de suite avec la mienne. Donc on voulait savoir, historique, pour quelle raison en es-tu venu à la chasse sous-marine? Voilà, à toi Stéphane, merci beaucoup. Alors cette question, elle me touche tout particulièrement parce que ce que je vais vous expliquer, ça va sortir du fond de moi, vraiment. Je vais me livrer à vous. Mon père, Bernard Dudon, était un chasseur émérite dans les années 1970 sur la côte catalane et sur la côte audoise à Leucate. À l'âge de 8 ans, il m'a abandonné avec ma mère. Je me suis retrouvé seul et ma mère ne travaillait pas. Un loyer, pas de boulot et il fallait manger. Et à l'époque, les restos du cœur n'existaient pas. Donc ça a été bon alimentaire à la mairie et on a transformé le jardin en potager et j'ai commencé à aller pêcher. En fait, non pas pour le plaisir, mais pour nous nourrir. Je partais avec mon vélo, j'allais jusqu'à l'étang et j'attrapais des loups, des mulets, je faisais des palourdes. À l'époque, il y avait beaucoup de loups, on faisait pas mal de loups. Et petit à petit, je suis allé en mer aussi avec ma première petite moto. Je suis parti faire des sèches, faire des loups. Et voilà, et on a survécu en partie, pas que, mais en partie grâce à la pêche. Et la vie est bizarre parce que le nouveau mari de ma maman, qui s'appelle Marcel, que j'embrasse, on a réussi à lui faire... le faire venir à la maison sur 2 poissons. En fait, c'était mon professeur de philatélie à l'époque. Et un jour, je fais une grosse sèche. Et maman l'invite à manger une grosse sèche farcie. Et il me dit, Stéphane, je reviendrai manger quand tu feras un beau loup. Et quand je vous dis que souvent la mer vous rend ce que vous voulez, ce que vous lui donnez, le week-end suivant, en allant pêcher, je tape un magnifique loup. On l'invite, il le mange et ça fait maintenant plus de 30 ans, je pense, qu'il est marié avec ma maman. Comme quoi, vous voyez, la chasse sous-marine, ça amène à beaucoup de choses. Alors c'est un peu dur pour moi de vous raconter ça, j'ai un peu les sanglots dans la voix, j'espère que vous me pardonnerez. Mais au moins, voilà, ça serait un bel hommage à ma maman, à Marcel et au plaisir que la chasse sous-marine m'a donné. Donc à moi, la deuxième question. Savoir si c'était plutôt petit coup du matin ou petit coup du soir. Réponds honnêtement. Allez, à très vite. Merci beaucoup. Bonne visio. Ciao. Alors, je suppose que tu parles de chasse sous-marine. Parce que coup du matin, coup du soir, voilà. Alors, je vais te répondre en chasse sous-marine. Je suis plutôt coup du soir. Je préfère aller chasser le soir. Mais la vie professionnelle et familiale fait que souvent, c'est impossible puisque j'habite pas tout à fait au bord de la mer. Donc, je vais souvent, d'ailleurs la plupart du temps, pêcher le matin. Mais sache que vraiment, mon coup préféré, c'est celui du soir. Salut, c'est Yann de Haute-Savoie. Je voulais te demander pourquoi Denty Spear Fishing. Alors, pourquoi Denty Spear Fishing? En 2000, au tout début d'Internet, il y a 20 ans, on a commencé à créer des forums. Et sur un forum qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle chassesous-marine.com, je devais créer mon pseudo. Et je voulais l'appeler Denty, parce qu'à l'époque, je pêchais beaucoup de Denty. Et le mot Denty était pris avec un i, alors j'y ai rajouté un y et c'est devenu Denty. Puis plus tard,
beaucoup de gens m'appelaient Denti au lieu de m'appeler Stéphane Dudon. Donc j'ai décidé de conserver ce pseudo, j'ai rajouté Spearfishing et j'ai déposé la marque. Une deuxième question, Steph. Pourquoi tu fais des stages? Pourquoi tu en es venu à faire des stages? Alors pourquoi je fais des stages? Ah, grande question. Parce que je passe des fois plus de temps dans l'eau en train d'apprendre aux gens que de pêcher pour moi. Mais en fait, je suis arrivé à un certain âge où j'ai envie de transmettre le savoir. J'ai eu la chance, jeune, d'avoir des mentors qui étaient Antoine Etchegeren, appelé Taravana, qu'on connaît sur certains forums, qui vit toujours et qui est mon ami et avec qui on se croise régulièrement, et André Liareux. Et ces gens-là ont pris le temps à l'époque de me former, de venir me chercher à la maison, j'avais 17 ans, de m'amener sur leur bateau, de m'apprendre. Ils ont eu cette patience. Et aujourd'hui, je pense que c'est normal de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire de rendre ce savoir. J'adore partager. Moi, je pense que la chasse sous-marine, ce n'est pas un sport individuel, c'est un sport qui se pratique entre amis, entre copains. On prend beaucoup de plaisir à chasser à plusieurs. Donc, j'aime transmettre et c'est pour ça que je fais des stages. Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. Moi, ma question, ça serait quand est-ce que vous sortez les stickers de Spearfishing? C'est un jeu que t'adores, continue comme ça, t'es top. Alors, pour répondre à ta question, ils existent les stickers. Ils existent en noir et ils existent en blanc. Et tu peux les trouver chez nos magasins partenaires. S'ils ne les ont pas en stock, ils te les commandent. Il suffit juste de leur dire je voudrais un sticker d'Anti Spearfishing et c'est à la vente. Vous pouvez les poser sur vos palmes, sur vos voitures, sur vos consoles de bateau. Partout, il n'y a aucun problème, c'est disponible. Ils les ont pas souvent en stock parce que ce n'est pas des choses qu'on vend tous les jours. Mais sur demande, on peut vous les fournir sans difficulté. Salut Steph, c'est Rémi. Voilà, tout d'abord, je tiens à te remercier pour nous laisser l'occasion de te parler, de te poser quelques questions. Donc moi, j'ai 2 questions à te poser. J'aurais voulu avoir quelques infos sur la future gamme d'arbalètes que tu comptes développer. Quel matériau tu penses utiliser? Quel type d'arbalète tu penses développer? Comme je sais que tu chasses beaucoup à l'étranger, peut-être une arbalète spéciale pêche dans les tropiques. Et aussi au niveau des accessoires, est-ce que tu comptais développer une gamme de tubas, de masques, de ceintures, aussi de gants, de chaussons par exemple, et aussi tout ce qui est matériel de sécurité, c'est-à-dire bouées, planches, etc. Voilà, allez, à plus. Alors c'est une vaste question que tu poses là. D'abord, qu'on soit clair, Denti Spearfishing n'a même pas 1 an. Il aura 1 an le 17 juillet. Donc tu vois que c'est vraiment très très jeune. Donc on a tout à créer. On a une gamme aujourd'hui qui fonctionne très très bien et on va la développer. Tu as vu que les sandos sont en train de sortir. Tu as vu qu'on a sorti les nouveaux Dyneema qui marchent très très fort, de couleurs, en argent, en jaune, en orange, en bleu, en vert. Le vert marche très très bien. Et on continue à travailler, mais à différentes vitesses en fonction des matériaux et des projets. Il y en a un qui nous prend beaucoup de temps actuellement, c'est la combinaison. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que nous sommes en train de travailler sur le projet de la combinaison. On commence à avoir un projet vachement abouti, mais je ne sors aucun produit sans les tester. Donc on va passer en phase de test. J'avais demandé des testeurs, il y a des testeurs qui sont proposés, on a fait notre choix. Là ils vont recevoir leur combinaison. Avec le Covid-19 malheureusement ça nous a décalé. Et on va pouvoir maintenant vraiment attaquer la phase de test. Et je me donne minimum 6 mois de test avant de dire feu, c'est bon, on est prêt. Parce que j'ai choisi des matériaux très particuliers, des matériaux d'une souplesse exceptionnelle, des lycras d'une élasticité absolument extraordinaire. Donc tout ça, ça fait que j'ai un gros travail à faire encore d'analyse de tout ce qui va m'être donné comme information pour être sûr de ne pas me tromper. Et bien sûr qu'on est en train de travailler sur les fusils. Il y a 2 fusils qui sont en train d'être travaillés. Un fusil très très classique de base, qui pour la pêche on va dire méditerranéenne classique. Un roller beaucoup plus compliqué avec qui j'ai signé un partenariat avec un ingénieur qui est en train de développer quelque chose de très très spécifique dont je ne peux pas parler.
Et voilà, donc le problème pour les fusils, si tu veux, c'est que c'est très long, c'est très cher. Alors oui, demain, je peux assembler des fusils avec des pièces à droite, à gauche et dire que je fais des fusils. Mais c'est pas le but. Peut-être que je vais mettre 1 an ou 2 ans ou 3 ans à sortir les fusils. C'est pas grave, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que là aussi, j'amène mon savoir dans la conception complète. Et oui, je te rassure, je travaille sur un fusil tropical parce que ça, c'est, je peux dire que je suis l'un de ceux qui chassent pas trop mal en tropique et je veux avoir mon propre fusil tropical, ça c'est certain. Alors oui, on travaille aussi sur les masques. C'est plus simple, on pourrait en avoir demain de suite. Il y a beaucoup d'entreprises qui les proposent, on les floque et terminé. Mais là aussi, quelle valeur ajoutée j'aurai? Donc je préfère vraiment choisir, définir des cahiers des charges, contrôler, tester pour pouvoir avoir un produit qui me convienne parfaitement. Donc c'est très long. L'entreprise n'a même pas 1 an, hein, je te le dis. C'est très long. Ça sera encore très long. Mais c'est pas grave, on a le temps. Mais quand le produit sort, il fait un malheur. Salut Stéphane, je voudrais savoir si ça vaut le coup de prendre des palmes carbone quand on pêche en agachant dans 5-6 mètres. Merci pour ta réponse et pour ce que tu fais. Allez, ciao. Alors, la question, c'est pas est-ce que les palmes carbone vont être efficaces dans 5 ou 6 mètres d'eau. Les palmes, pour moi, c'est un accessoire de sécurité. Pourquoi? Parce que tu peux avoir du courant, tu peux avoir du vent, tu peux avoir de la houle, tu peux avoir besoin de faire des très gros trajets, d'avoir des problèmes et de devoir rentrer. Tu dois pouvoir remonter du fond sans difficulté. Donc ce n'est pas 5-6 mètres qui compte pour une palme carbone. Parce que c'est sûr que 5-6 mètres, je vais te dire, tu peux aller pêcher avec des palmes plastiques. Mais c'est tout l'environnement et le contexte de la chasse par elle-même qui est un danger. On est dans un milieu quand même dangereux, il faut pas se voiler la face. Et donc c'est pour moi un élément de sécurité. Et si le vent se lève avec de la houle, tu seras content d'avoir des palmes carbone pour rentrer. Si tu as un problème au fond et que tu dois vraiment donner quelques bons coups de palme pour remonter, tu seras content d'avoir des palmes carbone. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est pas le 5-6 mètres, c'est l'environnement complet. Donc pour moi, oui, je le dis et je le redis. D'ailleurs, tu vois, j'ai jamais sorti de palme plastique, j'en sortirai jamais. Une palme carbone abordable, c'est un élément de sécurité totale pour le chasseur. Salut Stéphane, quand on commence, on n'a pas connaissance de nos limites, et donc du risque de syncope. Malheureusement, elle peut arriver même aux plus entraînés d'entre nous, comme Guillaume Néry en 2015. Du coup, ma question c'est, est-ce que tu as déjà fait une syncope? Et est-ce que tu peux nous la raconter? Merci Stéphane, et à bientôt, et bravo pour les 50 000. Alors la syncope. La syncope a coûté la vie à de nombreux chasseurs et des chasseurs que je côtoyais pendant ma carrière professionnelle. Pas professionnelle, ma carrière de chasseur sous-marin. Et oui, j'ai fait 2 syncopes dans ma vie. La première, elle a eu lieu à Creus. J'étais avec Antoine Etcheguren et Liareux sur Massa de Oro à Creus. Avec Alex Potel, Gache, Cressin, bon, que des chasseurs qui aujourd'hui, vous les connaissez peut-être pas, mais qui ont fait pendant longtemps, ont été le haut de la chasse sous-marine française. Et j'avais fait un malaise le matin, il m'avait laissé sur le bateau, il m'avait demandé d'être pilote. Et le soir, en rentrant, l'ancre est bloquée à Macedero, au nord de Macedero. Et je dis, bah, allez, laissez-moi, je vais aller débloquer l'ancre. Je prends mon fusil, je décroche, je jarme mon sando, pardon, et je descends à l'ancre pour décrocher l'ancre. Et là, sur l'ancre, papillonne mon premier mérou, 9,8 kg. Je le suis, il rentre dans une faille profonde, je le suis, je rentre dans la faille, je le tire, j'essaye de le sortir, j'y arrive pas, je sors, je dévide mon moulinet, je remonte, et le seul souvenir que j'ai, c'est qu'arrivé en surface, j'ai fait « Mais !» Syncope. Je me suis réveillé sur le bateau, avec Antoine en train de me filer des claques. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je prenais des claques de partout par Antoine. Et voilà, et c'est André Liareux qui est venu décrocher, qui est allé décrocher mon mérou. Donc, ouais, ça m'a marqué, parce que j'ai eu ce trou noir. Et la deuxième, que j'ai fait avec un autre ami, Cyril, et sur la Punta Figuera, sur des pêches de loup et de céréoles, 2 grosses céréoles qui ne voulaient pas rentrer, qui tapaient dans la manche. J'étais profond, je voulais absolument les faire. J'ai insisté et je suis remonté syncope. Celle-là, elle m'a valu une hospitalisation
Et voilà, quelque chose d'assez costaud. Donc, oui, ça m'a marqué. Depuis ce temps-là, ça a été terminé. J'ai décidé de réduire mes temps d'apnée, de réduire mes profondeurs. Et tant pis pour le poisson. J'ai compris qu'il n'y avait aucun poisson qui méritait une vie. Et j'étais jeune à l'époque, hein, je crois que la dernière, je devais avoir même pas 20 ans. Et depuis, je n'en ai plus jamais fait. Et on préparera une vidéo pour vous expliquer justement les gestes qui sauvent si un de vos équipiers venait à faire une syncope. Mais oui, ça arrive et j'espère que ça ne m'arrivera plus jamais de ma vie. Salut Stéphane, bonjour, je désirais déjà te remercier parce qu'on se régale avec tes vidéos, c'est super, c'est passionnant. Surtout en cette période de confinement, ça nous a permis un peu de s'évader. Je te pose une question aujourd'hui pour mon petit garçon qui a 11 ans, qui est fou de chasse sous-marine, comme son papa. Bien évidemment, ça commence à 16 ans. Je le fais s'amuser avec une fouine actuellement. Il fait pas mal de petits poissons, il est assez adroit. Je voulais savoir ce que tu me conseillais pour commencer à lui apprendre le canard de façon ludique et pédagogique. C'est pas évident, hein. Maîtriser son apnée. Je ne sais pas si à 11 ans on peut commencer à travailler son apnée par rapport à son métabolisme, par rapport à son physique. Donc tous les bons petits conseils pour l'amener à 15-16 ans à pouvoir débuter de façon optimale la chasse. Donc je lui explique bien évidemment toutes les recommandations d'usage. Il a sa petite combi de chat, il a sa petite fouine, donc je voulais savoir tous les conseils que tu peux me donner pour un enfant. Je te remercie et continue comme ça, vraiment c'est super, merci beaucoup. Salut. Tu as la chance de pouvoir partager la pêche sous-marine avec ton fils qui a 11 ans. Je dis que tu as de la chance. Ok, tu le sais, la réglementation, c'est on ne peut pas pêcher avec un fusil tant qu'il n'aura pas 16 ans. Tu as offert une fouine, tu sais bien, tu es dans la réglementation. C'est une tolérance qu'il y a. Et puis d'ailleurs, la tolérance, normalement, elle commence à partir de 12 ans. Mais c'est bien, ça lui permet de pouvoir commencer à apprendre. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Alors, il faut faire attention parce que 11 ans, il n'est pas encore en pleine croissance. Il est encore en train d'être au stade d'enfant. Hein. Il va pousser dans 1 an ou 2. Et il ne faut pas trop contraindre cette croissance qu'il va avoir par des exercices de musculation ou d'apnée ou de choses comme ça. Il faut pour l'instant que tu le laisses tout simplement prendre son temps, découvrir la mer, être patient, ne surtout pas le faire descendre profond, le laisser dans sa petite zone de confort de 0,5 mètres, sans risque. Ne va pas essayer de l'entraîner à l'apnée, je pense que ce n'est pas nécessaire. De toute façon, ses poumons ne sont pas encore en plein développement. Tu auras tout le temps de le faire dans 1 an ou 2. Mais surtout, donne-lui envie, donne-lui le plaisir et inculque-lui le respect du poisson, inculque-lui les mailles, qu'il respecte, qu'il essaye de tirer toujours des poissons de plus en plus gros. Et déjà, ça sera énorme pour son âge. Et je sais que tu vas passer du sacré moment avec lui, beaucoup de plaisir. Sois vigilant, sois toujours en sécurité avec lui, ne le lâche jamais des yeux et éclatez-vous. Salut Stéphane, je me demandais si ça t'était déjà arrivé de te faire une énorme frayeur pendant une de tes plongées, que ce soit tout seul ou avec tes amis. Sur ce, continue bien tes vidéos, elles sont vraiment super, je les suis depuis super longtemps. Bonne chance et merci beaucoup. Alors, la plus grande frayeur que j'ai eue, waouh, je m'en souviens encore, hein, c'est à Cuba. À Cuba en 99. J'étais à Cienfuegos et je prends ma petite bouée et je pars, j'étais en voyage de détente et je pars direction le large. Il y avait un grand plateau qui allait jusqu'à 400 mètres au large et ensuite ça tombait net dans le bleu infini comme ça sur peut-être 1000 mètres de fond. Et sur cette arête-là, il y avait toujours des barracudas, des carpes rouges, des perroquets et donc je pêchais ça. Et j'avais accroché ma bouée là et j'avais accroché déjà ma pêche, j'avais déjà une belle pêche de 7 ou 8 beaux poissons. J'étais assez content de moi. Et je descends, je tire un barracuda, je remonte à la bouée, fusil désarmé. Et alors que j'étais en train de l'accrocher à la bouée, l'instinct, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je regarde en dessous de moi. Et là, en regardant en dessous de moi, je vois une tête comme ça qui me monte dessus, mais à une vitesse de fou. C'était un requin tigre. J'ai à peine eu le temps de m'écarter à peine d'1 mètre, même pas 1 mètre, même pas.
J'ai vu sa gueule sortir, envahir tous mes poissons, refermer. Il a fait un tour sur lui-même. J'ai été bourlingué de partout par la queue du poisson. Je remis la tête dans l'eau. Quand toutes les bulles sont parties, je voyais le requin qui redescendait avec ma bouée qui était comprimée par la pression. Et tout d'un coup, clac, le câble a cassé. Enfin, même pas le câble, le croche-poisson a cassé. Et j'ai vu ma bouée remonter comme ça jusqu'à la surface. J'ai accroché ma bouée, j'ai remonté mon plomb. Je suis rentré jusqu'au bord. Je vous dis pas ce que j'avais fait dans ma combinaison parce que j'avais tout fait. Tout. Je me suis rincé. Et là, j'ai dit, si tu te remets pas à l'eau de suite, plus jamais tu pêches. Alors je me suis remis instantanément à l'eau et je me souviendrai toujours. J'étais dans 2 mètres d'eau au milieu des poissons multicolores et j'étais là, en train de regarder partout autour de moi, terrifié. Mais j'ai réussi à passer cette peur justement en me remettant à l'eau instantanément. Mais voilà quelle est ma plus grosse frayeur à chasse sous-marine. Et pour ma deuxième question, en fait, je viens tout juste d'avoir 16 ans et je voulais savoir comment on pouvait faire si on voulait faire potentiellement un stage avec toi ou voilà, et comment s'y prendre. Peut-être qu'il y avait un site internet, je sais pas trop, si tu pouvais m'expliquer. Merci et bonne journée. Alors, comment faire des stages? Le calendrier des stages est publié le 15 janvier, pas le 14, pas le 17, le 15 janvier sur mon compte Facebook. Et tous les stages se remplissent en 6 heures, chrono. Je garde toujours quelques petites dates pour les retardataires, mais voilà, il faut être prêt à ce moment-là. Cette année avec le Covid, ça a été l'enfer. J'ai pas pu rajouter de date, j'ai perdu beaucoup de stages que je dois rattraper aujourd'hui. Et du coup, je ne peux plus rajouter de date du tout. Mais voilà, vous devez suivre mon compte Facebook le 15 janvier et m'appeler le 15 janvier pour réserver. Ne venez pas pleurer quand vous me demandez des stages en juin, en juillet, en août, il n'y a plus de place. Bon. On verra ce que l'avenir réserve, parce que je suis en train de préparer certaines choses, vous allez découvrir des choses au fur et à mesure de l'année qui va arriver, donc il y aura peut-être un peu plus de disponibilité l'année prochaine, mais à ce jour c'est comme ça que ça se passe. Les stages sont tous faits pour l'association Bleu Passion, donc le coût est de 250 € la journée, ça se passe sur Perpignan, et uniquement sur Perpignan, enfin Argelès, Bagnols pour vendre, un peu l'Espagne, et l'ensemble des bénéfices va à l'association Bleu Passion. Je déduis mes frais d'autoroute, mes frais d'essence du bateau, ceux de François ou de Jean-Michel qui viennent avec leur véhicule et leur bateau, et les bénéfices vont tous à l'association. Voilà comment ça se passe. Donc soyez vigilants, parce que ceux qui le savent le 15 janvier, ils mettent des alarmes sur leur téléphone, et je peux vous dire que dès 8 h du matin, ça m'appelle, et je bloque les dates. Je ne peux pas faire autrement, sinon j'ai trop de demandes. Je refuse actuellement entre 5 et 10 stages par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc je suis obligé de mettre des limites. Et les limites, c'est le 15 janvier. Parce que justement, les gens ne pensent plus à la chasse sous-marine. Et j'ai que des gens ultra motivés. Salut Stéphane, je m'appelle Raphaël, j'ai 16 ans. Et j'aimerais bien commencer la chasse sous-marine. Donc j'aimerais savoir quelle taille de fusil tu me conseilles pour chasser à trous. Merci. Alors, la pêche à trous, c'est ma pêche favorite. Ça, c'est clair que je ne suis pas le pro des agachonneurs. J'aime bien agachonner, j'aime bien l'indienne, j'aime bien la couler, mais là où j'excelle, c'est en pêche à trous. Donc, pour démarrer en pêche à trous, soit un fusil de taille 60, pas 50, parce que 50 c'est trop petit et la puissance des sandos ne sera pas efficace. Donc 60 ou 75. Voilà, c'est les deux fusils qui permettent parfaitement de s'exercer à trous. Salut les petits, je me présente, je m'appelle Eric Delgado, j'habite à Tarbes, je chasse sur la côte basque dans son intégralité, Saint-Jean-de-Luz à Biarritz. J'avais une question, je voulais savoir, je me suis offert une tenue et au niveau du flocage, j'aurais aimé en faire un ou deux. Est-ce que ça va toucher les caractéristiques techniques de la tenue, à savoir est-ce que je vais avoir des fuites? Est-ce qu'il faut que je me tourne vers un professionnel ou une enseigne, une grosse série comme Decathlon? Donc voilà, c'était la question du jour. Merci. Alors, le flocage des combinaisons. On peut floquer, c'est un tissu, donc on peut floquer un peu comme un t-shirt. Le problème du flocage du t-shirt, c'est qu'il n'est pas élastique. Or, sur une combinaison, il faut un matériau élastique. Donc, il n'y a pas grand monde en France qui le fait, malheureusement. Il faut vraiment avoir un matériau qui puisse s'étendre pour ne pas se dissocier comme ça. Donc, tu as quelques professionnels qui peuvent faire ça. Bientôt,
t'inquiète pas, tu nous enverras ta combinaison et puis Denti Spearfishing et nous on va s'occuper de les floquer. Mais même aujourd'hui, pour l'instant on les floque que avec ce type de matériau là qui n'est pas souple et il faut que nous aussi on passe sur du matériau très souple. Et attention, hein, les températures et les temps de chauffe sont très précis, sinon tu vas faire brûler ton néoprène, tu vas l'écraser, tu vas perdre en thermicité. Donc il faut vraiment pas faire ça chez n'importe qui. Bonjour Stéphane, je voulais te demander quel est le plus gros poisson que tu as pêché? Mon plus gros poisson. C'est pas obligatoirement le plus gros dont je suis le plus fier. J'ai 3 poissons dont je suis vraiment fier. Un thon rouge de 50 kg. C'est mon plus gros. Mais l'action n'est pas extraordinaire. Une chasse, ça bouge dans tous les sens. Tu te jettes à l'eau, il passe, tu tires. Bon, voilà. C'est pas vraiment l'action extraordinaire. Une sériole de 38 kg cabéard à la gachon avec Jojo le Mérou, Denis, et où là, vraiment un bel agachon sur 14 mètres, un tir dans les ouïes, avec pointe détachable, avec un Texi triple sando, non double sando, un combat qui dure une demi-heure, d'énormes difficultés à doubler le poisson, de voir le remonter. Ouais, ça c'est le poisson qui pour moi est de loin l'action la plus belle. Et ensuite j'ai le perroquet à bosse de Madagascar de 33 kg, où là aussi, elle est d'ailleurs en vidéo, là aussi l'action est terrible parce que je le suis, je l'appelle, il s'en va, je le rappelle, il s'en va, je le rappelle, il s'en va. C'est très long, l'apnée est dure, difficile et j'arrive à l'approcher tellement près que je le tire avec mon Nexium de chez Epsilon, quasiment à bout portant. Pourtant c'est pas un fusil puissant et je le traverse et je le remonte. Voilà les 3 poissons dont je suis le plus fier. Alors, il y a aussi autre chose dont je suis très fier, je vais vous le raconter. C'est j'ai fait un doublé de Denti. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de faire un doublé Denti. Je pense que j'en referai plus jamais de ma vie. À l'époque, je pêchais que le Denti fort. Et c'est un endroit où il n'y en avait pas obligatoirement beaucoup, c'était sur le 4. Mais je connaissais le 4 tellement bien que j'allais exprès au Denti. Et un jour, j'avais mon 75. Un 75, hein, simple sando. C'est comme quoi la puissance des fusils, les trollers, les machins, les trucs. Voilà, il faut savoir pêcher, c'est tout. J'arrive au-dessus de mes postes et là, le banc de Denti, je le vois de la surface. Je descends, je rentre dans la pierre, j'avais une pierre dans laquelle je rentrais et je sortais de l'autre côté. Et là, je ne sors pas, je laisse juste la pointe de mon fusil à l'ombre de la pierre. Et là, je les vois, les deux, arriver comme des fusées, gorge blanche, là, c'est moi les maîtres, là. Qu'est-ce que c'est? Ils arrivent comme ça, je prends le plus gros dans l'alignement, je le vise, et j'ai le petit qui me passe devant, qui tourne devant. Bah, je tire, je le vois tomber net, la tête sur le sable, et je vois derrière, bling, 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 bling. Je sors du trou, j'attrape le poisson qui est derrière en train de remuer, je l'avais à peine planté, et en fait j'avais fait un doublé. Un petit doublé, hein, 2,8 kg, 3,3 kg, sur une flèche au 75, simple sando. Voilà, donc tous les grands chasseurs avaient des fusils surpuissants, ok d'accord, mais bon, des fois les actions les plus simples sont les plus efficaces. Salut Stéphane, je pêche depuis 1 an et je voulais savoir à partir de quel moment on devient un vrai pêcheur. Est-ce qu'il existe pour toi une action ou un poisson qui signifie qu'on est réellement un vrai chasseur sous-marin? Allez, à plus les petits! Alors pour moi, il n'y a pas de poisson qui détermine un bon chasseur. C'est plutôt la technique qui va déterminer si tu es un bon chasseur ou pas. Alors oui, avant on disait, tant que tu n'auras pas fait un mérou, tu ne seras pas un grand chasseur. Aujourd'hui, certains te diront, tant que tu n'as pas fait un Denti, tu n'es pas un chasseur. Non. Moi, tu vois, je vais te dire un truc. Ce week-end en stage avec le petit Hugo, il a fait une mostelle à trous, avec une action de pêche à trous, je te jure, mais elle était parfaite de A à Z. Et bien pour moi, c'est un chasseur. Parce que il a réalisé l'action qui a amené un beau poisson, mais de façon, on va dire, autonome et totalement parfaite. Il n'y avait rien à corriger, rien. Voilà. Et c'est plutôt ça pour moi qui fait le chasseur plus que le poisson. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je me suis livré à vous, corps et âme. J'espère que ça a été intéressant. Et puis j'ai une dernière chose à vous dire. En route vers les 100 000 abonnés.